Donc l'idée de ce livre, c'était, pas seulement pour des terminales d'ailleurs, mais pour tout le monde, essayer d'expliquer un peu la philosophie, des grands thèmes de la philo à partir de Star Wars, et donc encore une fois de personnages, de scènes ou de répliques que tout le monde connaît, comme que la force soit avec toi, le côté obscur de la force, je suis ton père. Des phrases comme ça, ou la fameuse phrase de Padmé, c'est ainsi que meurt la liberté sous des tonnerres d'applaudissements. Voilà. Et puis forcément, en travaillant sur la philosophie à partir de Star Wars, j'en suis venu aussi à parler de la philosophie de Star Wars. Ça, on en parlera peut-être un petit peu après. Mais effectivement, la première question, et j'en avais fait un peu l'introduction, c'est de savoir s'il y a quelque chose dans Star Wars. Alors là, les réponses sont ambivalentes. George Lucas lui-même, quand il a fait le film, voulait faire un film pour adolescents, pour enfants même. Il parle des kids, donc un divertissement. Il remarquait qu'à son époque, il a fait le film dans les années 70. Hein. Il est sorti en 77, il a commencé à travailler dessus en 73. Et il a remarqué qu'à l'époque, contrairement à lui, dans sa jeunesse, il n'y avait pas du tout de film pour enfants. Il n'y avait que des films réalistes, tristes. Des films, c'est pas terrible ce qui se passe dans le monde. Bon, c'est en anglais, c'est autre chose, mais c'est à peu près l'idée. Du genre Kramer contre Kramer, enfin des trucs. Ou Panic à Needle Park, hein, si vous connaissez, de Sidney Lumet, avec Al Pacino qui prend de la drogue. Enfin, bon, bref, c'est pas gay du tout. Et alors que lui, il avait été élevé avec les westerns. Et donc, il regrettait qu'il n'y avait pas du tout de film pour enfants. Alors maintenant, depuis qu'il est passé, il n'y a plus que ça au cinéma. Si on veut voir des films pour adultes, il faut regarder les séries télé américaines. Et au cinéma, il n'y a plus que des blockbusters. Mais effectivement, il voulait faire un divertissement. Alors on pourrait penser qu'il n'y a pas grand-chose dans Star Wars. Et puis, on m'a souvent posé la question, est-ce que c'est pas surinterprété? Est-ce que c'est pas aller chercher du fond là où il n'y en a pas? Alors je rappelle, et puis je peux vous le rappeler là, que derrière cette intention de faire un film de divertissement, il y a quand même des grosses références et des grosses influences de George Lucas. Alors vous le savez peut-être, ceux qui connaissent un peu le sujet, Lucas a surtout été inspiré par un prof de mythologie, un mythologue qui s'appelle Joseph Campbell, qui était prof de mythologie à l'université, et qui a dans un livre notamment qui s'appelle Le héros aux mille et un visages, décrit ce qu'il appelle le monomythe. Monomythe, mono un seul, mythe du mythe, avec l'idée que dans tous les mythes de l'humanité, quelles que soient les cultures et quelles que soient les époques, le récit du héros mythologique répondait toujours à la même trame, au même synopsis ou au même scénario, en trois étapes, l'appel de l'aventure, les épreuves et le retour du héros qui vient dispenser le savoir ou le pouvoir qu'il a acquis. Alors c'est ce qu'on retrouve dans Star Wars avec épisode 1, enfin 4, 5, 6, hein, la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi. Et donc il y a d'abord une influence très forte de Joseph Campbell et du mythe. Or, qui dit mythe, qui dit... Sinon, qui, qui dit mythe, j'avais cité un peu Aristote dans l'introduction. Qui dit mythe dit philosophie. Qu'est-ce que c'est que le mythe? Finalement, c'est des fictions que nous racontons depuis la nuit des temps pour nous interroger sur notre condition humaine. Donc qui dit mythe dit réflexion philosophique. Donc il y a déjà un fond. Après, dans les autres influences de Lucas, on peut en citer deux. D'abord, d'un point de vue psychanalytique, vous connaissez peut-être Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Et George Lucas l'a lu et s'en inspire beaucoup. Après, on pourra, si vous avez le temps, si vous avez envie, faire la différence entre mythe et conte de fées, parce que Bruno Bettelheim se pose la question, et la question se pose pour moi de savoir si Star Wars c'est un mythe ou un conte de fées. C'est pas évident, on verra après. Et puis après, il y a des influences aussi cinématographiques, bien sûr. La principale, vous le savez peut-être ou pas, c'est Akira Kurosawa avec les 7 samouraïs, et surtout un film que du coup j'ai regardé que je connaissais pas, La Forteresse cachée, qui date je crois de 1957, donc de Akira Kurosawa. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais vous avez peut-être remarqué, ceux qui connaissent un peu, que l'esthétique de Star Wars est en fait très japonisante. Les Jedi eux-mêmes sont des samouraïs. Disons-le tout de suite, le terme de Jedi, que vous connaissez peut-être au moins, moi je l'ai découvert un peu par hasard, justement en regardant ce film de Akira Kurosawa. Parce qu'en fait, en japonais, on parle de Jidai Geki. Jidai Geki, ça veut dire littéralement film d'époque. Jidai, ça veut ni dire chevalier ni guerrier. Jidai, ça veut dire époque. Et Jidai Geki, ça veut dire film d'époque. Or, les films d'époque japonais sont des films de samouraï. Et en fait, c'est pour ça que les guerriers Jedi sont des guerriers
samouraïs, et ce qui a influencé éminemment la philosophie de Star Wars des Jedi. Ça, on en parlera peut-être aussi, mais quand j'ai parlé de la philosophie de... Au début, je voulais faire un livre de pop philo un peu classique par rapport à ce que je fais, c'est-à-dire, je vais vous expliquer Sartre, Descartes, Hannah Arendt, ou qui vous voulez, ou Spinoza, à partir de Star Wars. Et puis en grattant dans les making-of, je me suis rendu compte que on était beaucoup influencé dans Star Wars par le zen, les arts martiaux et les samouraïs. Et donc moi, c'est ce qui m'a intéressé le plus, en fait, c'est de gratter du côté de la philosophie orientale, du zen et des arts martiaux que je connaissais pas du tout, et du bouddhisme, du taoïsme. Et j'en ai fait un chapitre un peu central à tous les sens du terme sur comment philosopher au sabre, en se rendant compte qu'on philosophe pas au sabre comme on philosophe au stylo. Ben, très bien, très belle introduction, Gilles, merci beaucoup. Donc, on s'aperçoit que dans ce bouquin, donc Star Wars, la philo contre-attaque, c'est un petit peu. On aurait pu encore mettre un titre La philo pour les nuls, parce que finalement, oui, on revisite l'ensemble des philosophes. On part de Platon, on arrive aux philosophes du XXe siècle. On parle de philosophie, de mythologie et aussi de psychanalyse finalement. Oui. Oui. Et il y a une phrase que vous dites, elle est un petit peu à la fin du bouquin, mais je crois que c'est important pour résumer. Vous dites Star Wars, finalement, c'est un hymne à la diversité. Oui, alors c'est peut-être pas Alors je le dis dans le dernier chapitre. Oui, tout à fait. Je commence par la fin. Voilà. Alors, deux choses. D'abord, un hymne à la diversité. On disait tout à l'heure avec quelqu'un en parlant un peu qu'il y avait pas qu'il y avait beaucoup d'hommes ou de garçons qui aimaient Star Wars et peu de filles. Vous avez remarqué que dans Star Wars il y a pas beaucoup de femmes. Alors ça a été un peu changé par l'épisode 7 là où le héros est une héroïne, c'est une femme. Donc il y a apparemment plus de garçons, mais effectivement. En fait, l'idée de ce livre était venue d'une conférence que j'avais faite à l'occasion de TEDx. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de choses. On m'avait demandé de parler de la diversité. J'avais fait la diversité justement à partir de Star Wars, c'est-à-dire à partir des clones, qui sont pas très divers, hein, qui sont tous blancs. Donc il n'y a pas une femme, il n'y a pas un noir, hein, il n'y a pas un arabe non plus, et il y a peu de diversité. Donc on se rend compte qu'au contraire, dans le camp d'en face, dans le camp des gentils, un des héros, c'est même Chewbacca, un monstre, donc c'est un certain hymne à la diversité. Bon, ça peut se discuter encore une fois par rapport à la place des femmes. Quand le film est sorti, d'ailleurs, il a été accusé de racisme parce que dans le premier épisode qui était sorti en 77, il n'y avait aucun acteur noir. Vous savez que les Américains sont assez sensibles sur la question des on quotas. On entend parler actuellement avec les Oscars. Voilà. Bon, le problème, c'est que le noir dans les films, en général, c'est le copain qui meurt au début pour que le héros le venge. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça a été accusé de racisme parce qu'il n'y avait pas un seul noir. Le seul noir qu'il y avait, c'était Dark Vador, le méchant. Et le seul acteur noir, c'était James Earl Jones qui fait la voix de Dark Vador, qui est une très belle voix. Je ne sais pas si vous entendez cette voix très, très, très dark, hein, très, très dark en anglais, qui veut dire sombre, ou noir, pourquoi pas. Qui fait aussi le méchant dans Conan le Barbare. Très, très bien. Alors, mais le livre, je le finissais par... Ça y est, on arrive à la fin déjà, ça passe vite. Hein. Alors, je finissais par... travail demain. Qu'est-ce que la philosophie de Star Wars? Vous pensez bien que je ne vais pas répondre à une question aussi difficile. La question, effectivement... Je l'ai pas posée. Hein. Non, mais moi, je me la pose. Qu'est-ce que c'est que la philosophie de Star Wars? On y reviendra peut-être. On va peut-être commencer par ça, parce Ouais. qu'on va essayer de cadrer un petit peu. On Voilà. va essayer de prendre les thèmes les uns après les autres, parce que finalement Star Wars, il y a beaucoup de thèmes dits classiques, le bien contre le mal. Voilà. Hein, et il y Tout à a fait. voilà, il y a la guerre, il y a la politique, Voilà. il y a la force. Il va falloir parler de la force. Va falloir... Alors, on commence par quoi? On commence le bien contre le mal, parce que finalement, c'est clairement déterminé comme ça. Alors, D'un côté, il y a les gentils Jedi, et de l'autre côté, il y a les méchants Sith. il y a les méchants Sith. Donc ça, c'est vraiment un classique dans la philosophie. C'est les questions de bien et de mal, c'est les questions qu'on se pose. Voilà. Alors classique, cela dit, en terminale, on parle pas du tout du bien. Non, mais on parle de la morale en général. Mais effectivement, ce qui m'a intéressé, moi, dans Star Wars en général, c'est de poser des problèmes. Par exemple, vous parliez de la politique. Des fans ont pas mal décrié ce qu'on appelle la prélogie, c'est-à-dire les épisodes les plus récents, en dehors de l'épisode 7 qui est ultra récent, mais la prélogie qui racontait l'épisode 1, 2 et 3, en disant que c'était nul, parce que notamment il y avait Jar Jar Binks qui était un personnage un peu
un peu caricatural et un peu Disney, voilà. Mais effectivement, ce qui est pas mal dans la prélogie, c'est une problématique politique. Puisque dans la trilogie originale, il n'y avait pas de problème, il y avait la dictature et puis les rebelles, donc la dictature c'est mal et puis les rebelles c'est le bien, et on pourrait penser qu'effectivement Star Wars sur la question du bien et du mal est manichéen. Alors je rappelle dans le livre ce que ça veut dire Alors manichéen. là, il faut y aller parce que ça, je me suis noté. Rappelez-nous qui étaient les manichéens. Bah, on est là pour faire de la Alors, je sais philo. pas, est-ce que vous le savez peut-être, je sais pas d'où vient ce terme assez courant qui veut dire les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils, qui est quasiment un synonyme d'américain, hein. Aujourd'hui, quand on dit c'est manichéen, on veut presque dire que c'est américain, alors que les premiers manichéens n'étaient pas du tout américains. Justement, ils étaient dans ce que les Américains considéraient comme le mal, puisqu'ils étaient iraniens. Voilà, hein, c'était Mani. Donc, et à l'époque, on est au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il n'y a pas du tout de musulmans, puisqu'on est au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et au contraire, se développe une philosophie, enfin une religion des sectes chrétiennes, dont le manichéisme. Alors, il y a plein de sectes, hein, des scissions, de scissions, de scissions. Et donc, Mani, qui a vécu dans l'Empire perse ou iranien au IIIe siècle après Jésus-Christ, a une révélation comme quoi il était la réincarnation de Jésus-Christ ou le paraclet, comme annonce Jésus dans la Bible. Et donc, il a fondé sa propre religion. Et le propre de cette religion, comme d'autres en fait de l'époque, c'était d'être dualiste, c'est-à-dire de penser que le monde n'a pas été créé par un seul Dieu, mais par deux dieux, un bon Dieu et un méchant Dieu. Alors vous comprenez qu'il a été vite considéré comme hérétique, puisque si vous dites qu'il n'y a pas qu'un Dieu, mais qu'il y en a deux, d'abord, ça remet en cause le monothéisme, et ensuite ça remet en cause la toute-puissance de Dieu, puisque s'il a un Dieu qui est aussi puissant que lui en face, c'est qu'il n'est pas lui-même tout-puissant. Bref, il a mal fini, Mani, il a été finalement... alors il y a différentes versions, mais disons que il a été condamné à mourir de faim dans une prison pendant 28 jours, et à la fin on a dépecé son corps et on a accroché sa tête au portail de la ville. Voilà. Bon appétit. Et donc, si on dit manichéen, c'est parce que la religion de Mani, mais c'était pas la seule, hein. Il y avait déjà le zoroastrisme au 5e siècle avant Jésus-Christ, hein, de Zoroastre qui a donné son nom à Zarathustra dans Nietzsche, vous connaissez peut-être, Ainsi parlait Zarathustra, c'est l'autre nom qu'on lui donne. Et donc cette religion manichéenne est dualiste, c'est-à-dire qu'il y a le bien et le mal. Et donc c'est à partir de là que maintenant, dès qu'on parle du bien et du mal, on parle de manichéisme, parce qu'il y a deux dieux, un bon et un méchant. Voilà. Alors l'idée de Star Wars au début, c'est de se dire que c'est assez manichéen, effectivement, notamment dans le premier épisode. Quand je dis le premier épisode, je veux dire La Guerre des Étoiles, qui est sorti en 77. Pour ceux qui ont vu le film, la première image, vous avez Dark Vador qui est habillé en noir, qui est face à la princesse Leia qui est habillée en blanc, donc clairement le bien et le mal. Et puis finalement, les choses se creusent un peu, ne serait-ce que par le fait que Dark Vador est devenu le personnage préféré presque de tout le monde, le plus populaire, et qu'à partir de l'Empire contre-attaque, émergent des personnages du milieu, qu'on trouve déjà chez Han Solo, et puis surtout chez Boba Fett. Je crois que mon voisin a rencontré l'acteur qui joue Boba Fett, personne ne le connaît puisqu'il est masqué Jeremy Bulloch. Voilà. Et donc c'est des personnages du milieu, c'est-à-dire qui sont plus humains que les autres, qui peuvent passer à la fois dans le bien et le mal. Il faut savoir que le méchant Boba Fett avec le gentil Han Solo au départ ont un peu les mêmes motifs, c'est-à-dire qu'ils veulent gagner de l'argent et ils sont prêts à tout. Moi, ce qui m'a plu dans cette idée de bien et de mal, c'est de se rendre compte que on aimait Dark Vador, ça veut dire on comprenait la place que pouvait avoir le mal dans l'économie d'un monde. Voilà. C'est-à-dire, je rappelle la phrase de Hitchcock, plus le méchant est réussi, plus le film sera réussi. Et depuis JR, on parlait aussi de Dallas tout à l'heure, depuis JR, on aime les méchants. Pourquoi on aime les méchants? On a compris qu'un bon film, il y a aussi le Joker hein, dans Batman The Dark Knight, qui est très très bien joué. On a compris que les méchants faisaient partie de l'économie de ce monde fictif qui est un film. Et finalement, ça se rapproche pas mal de la philosophie à la fois stoïcienne et des taoïstes qui essayent de nous expliquer que le mal fait partie du monde. Voilà. C'est-à-dire que le mal est pas mauvais. Les stoïciens notamment affirment que le monde n'est pas mal fait. Le monde est bien fait. Simplement, nous avons tendance, nous, à juger des choses de notre propre point de vue quand on est trop impliqué. Voilà. Et le stoïcien nous apprend à prendre de la distance par rapport à ce qui arrive.
à observer les choses comme si on était un observateur extérieur. Par exemple, si vous avez un proche, ça vous est peut-être déjà arrivé, donc je voudrais pas faire de boulettes, mais quand on a un proche, imaginons qu'on perde un proche dans un accident de voiture, j'imagine que le monde s'effondre, que la vie n'est plus la même, alors que tous les matins, et encore ce matin, tiens, on entendait les chiffres des morts sur la route, que ça avait augmenté, qu'il y avait plus de morts que l'année dernière. On sait que ça fait partie c'est dans la nature des choses. Enfin voilà, c'est assez normal. Alors après, ce que nous apprennent les stoïciens, on trouve ça aussi chez Spinoza, hein, c'est l'idée selon laquelle ce qui me paraît mal de mon point de vue peut être bien finalement du point de vue du monde en général. Et il faut apprendre à regarder les choses avec une certaine distance. Le monde est pas mal fait, le monde est mal fait de mon point de vue. Et on imagine un Stormtrooper, il y en avait un tout à l'heure là, imaginons le Stormtrooper qui se fait tuer au bout de 5 minutes de Star Wars, il pourrait dire le monde est mal fait, le créateur de ce film est mauvais parce que moi je meurs. Mais en fait, pour le spectateur, c'est très bien qu'il y ait des méchants, c'est très bien qu'il y ait des petits rôles et des grands rôles. Et en fait, l'idée, c'est de prendre de la distance par rapport à la réalité pour pas tout juger de son petit point de vue particulier, en se disant que finalement, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, et comprendre. D'ailleurs, vous connaissez l'expression, le côté obscur de la force. Voilà. C'est-à-dire que déjà, la force, c'est un dieu, mais c'est pas un dieu. Vous précédez toutes mes questions. Bon. C'est bien, allez-y, le côté obscur. Non, mais c'est intéressant parce que dans le bien et le non, mais mal, c'est il y ça a le côté. Parce que obscur. quand on dit le côté obscur de la force, c'est resté effectivement, même pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est resté une expression pour désigner le mal. Hein. Quand quelqu'un pète un peu les plombs, on dit qu'il est passé du côté obscur de la force et c'est rentré dans le langage courant. Dans le côté obscur de la force est devenu depuis Star Wars une expression qui désigne le mal. Mais sauf que le côté obscur de la force veut dire que cette force elle-même contient un côté obscur. Alors on peut l'interpréter de différentes manières. Religieuse ou psychanalytique et philosophique. D'un point de vue religieux, effectivement, d'abord il faut comprendre que la force, c'est pas le bon Dieu chrétien. On est plutôt dans le taoïsme ou la religion orientale. Il faut peut-être rappeler exactement ce que c'est le taoïsme. Oui, que les gens comprennent bien. C'est une religion asiatique qui place comme premier principe de la production plus que de la création du monde, le Tao qui est l'un indifférencié, qu'on peut pas nommer, voilà. Après le Tao, on a surtout en fait le Yin et le Yang. C'est justement l'idée selon laquelle tout se crée par le jeu et l'interaction des contraires. Alors que dans une tradition, nous, plutôt manichéenne, justement occidentale, on a tendance à condamner le mal et à dire qu'il faut que du bien. Alors que dans la religion et dans la pensée orientale, on comprend la complémentarité des deux. Voilà. Et donc cette force, elle est orientale aussi et plus du taoïsme parce que c'est pas un dieu personnel. C'est pas un dieu comme le bon Dieu. Le Dieu personnel, ça implique plein de choses. Ça veut dire que Dieu aurait créé le monde dans une certaine intention, avec un certain projet, et que nous tous, chacun dans notre vie, on se dit, je suis pas là pour rien, je dois avoir un destin, il va m'arriver quelque chose. Dieu a voulu éventuellement Alors vous allez dire, ouais, mais moi je crois pas en Dieu, je suis athée. Sauf que chacun se dit qu'il est peut-être pas là pour rien. Et puis je sais pas, moi, quand on se dit, par exemple, dans un monde d'entreprise, qu'on mérite plus ou moins ce qu'on obtient, par exemple. Hein. Vous savez, le fameux discours sur le travail, le mérite, l'effort. Voilà. Mais croire que mes efforts seront récompensés par un mérite, par une réussite professionnelle, entre guillemets, ça veut dire que vous croyez qu'il y a quelqu'un là-haut qui s'occupe de l'équilibre entre les efforts et les mérites. Si vous ne croyez pas en Dieu, peu importe les efforts, vous ne serez pas forcément récompensé. Enfin, croire que les efforts sont récompensés parce qu'on mérite, c'est forcément croire en Dieu. Enfin, je pense qu'on croit plus en Dieu qu'on ne le pense en fait, hein, en un Dieu. En tout cas, ce Dieu taoïste, ce Dieu est pas un Dieu personnel, et surtout c'est pas un bon Dieu, c'est le côté obscur de la force. La force aussi a son côté obscur, et tout dépend de la manière dont on s'en sert en fait. Voilà, et il y a quelque chose d'ambivalent dans Star Wars. Alors, on parlait du destin. J'aimerais bien qu'on développe cette idée de destin parce que est-ce que finalement vous en parlez par rapport au monde de l'entreprise, est-ce que finalement on peut très bien ne pas travailler parce qu'on croit en son destin en disant de toute façon les choses sont écrites et c'est des choses qu'on retrouve dans le film, est-ce que les choses sont écrites ou alors non il faut y aller parce qu'on peut se forger son propre destin? Oui, alors voilà, c'est une des grandes questions dans Star Wars. Ceux qui connaissent peut-être éventuellement la scène, c'est une des scènes la plus connues, c'est celle où Dark Vador dit Luke, je suis ton père.
Alors c'est à la fin de l'Empire contre-attaque. Donc Luke est sur une passerelle au-dessus du vide. Et Dark Vador lui dit: je suis ton père, rejoins-moi, c'est ta seule issue. Physiquement, c'est sa seule issue puisqu'il est sur une passerelle et qu'apparemment il n'a pas d'autre choix que de le rejoindre. Sauf que lui, il choisit effectivement de se jeter dans le vide. Donc comme quoi on croyait qu'il avait qu'une seule issue, mais en fait il y en avait une autre. Hein. Donc ça pose la question effectivement du destin. Il dit: c'est ton destin, ta destinée, il dit en anglais. Alors Star Wars pose clairement la question du destin, surtout dans la prélogie. Vous avez ceux qui connaissent éventuellement. Non seulement on parle de destin, mais on parle même de prophétie, de prémonition, pour parler de Anakin qui va devenir Dark Vador. Et ça rejoint un peu ce qu'essayait de dire le fameux Joseph Campbell quand il parlait de l'itinéraire du héros. A priori, qu'est-ce que c'est qu'un héros? Un héros, littéralement, en grec, je crois que ça veut dire demi-dieu, c'est-à-dire qu'il est à moitié humain et à moitié un dieu, puisque son père, qui peut être Zeus par exemple, qui s'est transformé en pas mal de choses pour pécho pas mal de filles. Ça peut être en animal ou en montagne d'or, ou voilà. Enfin voilà, il a eu des enfants qui sont des demi-dieux. Et donc ces demi-dieux, dans le monde grec, ont un destin. Voilà, le propre du héros, c'est d'être surhumain et d'avoir un destin parce qu'il est d'une nature extraordinaire. Alors c'est le destin qu'on retrouve, c'est le destin homérique qu'on retrouve chez Édipe. Vous connaissez peut-être l'histoire. L'oracle annonce au père d'Édipe que son fils va le tuer. Et donc, pour éviter que le destin ne se réalise, avec sa femme, ils vont jeter le gamin, ils vont le laisser pour mort en haut d'une montagne pour pas qu'il les tue. Et justement, tout ce qu'on a fait pour éviter que le destin se réalise, c'est ce qui fait qu'il va se réaliser. Édipe revient dans sa ville natale, il croise un gars sur la route, il s'embrouille avec lui. Et donc il le tue, comme deux automobilistes pourraient le faire. Et c'était son père. Voilà. S'il avait su que c'était son père, il l'aurait sans doute pas tué. Du coup, comme il a tué le père, il peut tuer le père. Comme il a tué le père, il prend sa place sur le trône et il épouse sa mère. Donc l'idée, c'est que le destin, on pourrait pas s'en défaire. Alors, la question qu'on se pose, c'est de savoir. Enfin, le problème, c'est que si un héros, effectivement, a un destin, alors il a plus grand-chose d'un héros. Puisque quand on dit t'es un vrai héros, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un héros? C'est quand même que justement, il doit quelque chose à son mérite. Voilà. Alors, on prend aussi bien Luke que Anakin. Ce sont effectivement des héros parce qu'ils ont un destin. Alors, dans la prélogie, on apprend qu'il y a un taux de midi-chlorien qui se rapprochera à l'ADN. Et donc la question, c'est de savoir si nous avons un destin. Alors d'ailleurs, le destin, c'est pas forcément, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément parce qu'il y aurait un Dieu, mais un destin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses se passent indépendamment de ma volonté et que ce que je vais devenir, j'y suis pas pour grand-chose. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de déterminisme, d'ailleurs. Alors, vous avez le déterminisme social, vous avez aussi justement l'ADN, le déterminisme biologique, l'hérédité. Il y a à la fois l'hérédité et l'héritage. Et puis, dans la vie courante, on a tendance, alors je ne sais pas ce que vous faites les uns et les autres comme profession, travail, activité, mais on peut avoir tendance à dire que c'est ma vocation, par exemple. On va dire c'est ma vocation. Alors, vocation, ça vient du latin qui veut dire appeler. Appeler, sous-entendu par Dieu. Voilà. Donc, c'est la même question que je posais tout à l'heure. Je ne suis pas là pour rien, j'aurai une vocation, c'est-à-dire je serai appelé à devenir quelqu'un et à faire ce que je dois devenir. Le destin ferait bien les choses, puisque non seulement je serais né avec certaines aptitudes pour faire ce métier ou cette profession, et en plus, j'aurais un goût pour le faire. C'est ça, c'est quand même bien fait. Vous imaginez, une vocation, c'est énorme. C'est-à-dire, non seulement ça me plaît, mais en plus, je sais le faire. Voilà. Alors, nous croyons tous plus ou moins que le sens de notre vie est déjà tracé. La question, c'est de savoir si, à la fois dans Star Wars et dans notre vie à nous avons un destin, si les choses sont déjà tracées. Alors, dans Star Wars, la question se pose. C'est pas certain, par exemple, que Luke ait autant de destin que son père Dark Vador, puisque je vous rappelais tout à l'heure la scène où finalement il choisit de se jeter dans le vide. À l'inverse, il y a une autre scène un peu avant dans l'Empire contre-attaque, où il doit choisir en fait entre finir sa formation avec Yoda et aller aider ses amis sur la Cité des Nuages. Donc apparemment on a le choix d'agir sur son destin. Et puis il y a un personnage assez révélateur dont je parle un peu beaucoup dans le livre, c'est Lando Calrissian. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Alors pour le coup c'est un acteur noir, tiens, c'est pour rattraper la boulette du premier épisode. Dans l'Empire contre-attaque, on a enfin un acteur noir, je ne sais plus comment il s'appelle, Billy Dee Williams, je crois, qui joue Lando Calrissian,
qui est vraiment un personnage du milieu, puisqu'au départ c'est le salaud, hein, puisque Han Solo se réfugie chez lui parce que c'est son ami d'enfance, et puis l'autre il l'accueille à bras ouverts, physiquement, hein, il a les bras ouverts, hein, si vous regarderez la scène, hein, il se jette dans les bras l'un de l'autre, alors qu'en fait il l'a déjà vendu à l'Empire, et il a déjà prévenu Dark Vador que Han Solo arrivait. Alors Han Solo lui reproche, et l'autre lui dit écoute, on a tous nos problèmes. Hein, moi j'avais une cité à administrer, et l'autre lui dit t'es un vrai héros. Donc manière de dire t'es un vrai salaud. Un salaud au sens de Sartre. C'est là que je le rappelle un peu. Le salaud au sens de Sartre, c'est celui qui dit j'avais pas le choix, je pouvais pas faire autrement, on a tous nos problèmes. Et chez Sartre, le salaud, c'est justement celui qui se cache lui-même sa propre liberté, ses choix, pour réduire sa responsabilité, pour nier sa propre responsabilité, ce qu'on fait tous nous. Chez Sartre, c'est ce que Sartre appelle aussi la mauvaise foi. Voilà. Mais cette mauvaise foi, ça ne veut pas dire qu'on... C'est pas un mensonge, je veux dire, on y croit. Ça nous arrive tous dans notre vie de nous dire, je sais pas, on vous invite à une soirée, vous voulez pas y aller, vous le savez à peine en fait, puis vous trouvez des excuses. Alors j'ai piscine, voilà. Alors l'autre il dit, bah écoute, je t'emmène le lendemain à la piscine. C'est-à-dire, vous allez trouver plein d'excuses, à chaque fois on va vous les régler, et puis bon. Alors c'est plus facile de dire dès le début, bah écoute, je veux pas. Là l'autre il a rien à dire. Hein. Enfin je veux dire, est-ce que tu viens à ma soirée? Non, j'ai pas envie. Bon, après, on se demande pourquoi vous êtes copains avec des gens chez qui vous voulez pas aller. Mais souvent dans notre vie, à mon avis, aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle, il nous arrive souvent de nous sentir obligés, contraints. J'avais pas le choix. J'ai fait qu'obéir. Ou j'ai fait mon devoir parce que sinon je vais être viré, parce que sinon ceci, cela. Mais en fait, on est en train de choisir. On est en train de choisir. Je sais pas, peut-être qu'il y a des décisions très graves qui demanderaient de. Hein, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a démissionné de son travail, je crois. Voilà. Des fois, peut-être qu'il faut tirer les conséquences. C'est toujours un choix, voilà. Et donc, J'aimerais que vous continuiez juste un petit peu sur les héros et les salauds. Vous oui. dites à un moment, c'est beaucoup plus facile d'être un héros finalement, puisque être un héros, ben, on n'a pas le choix, on fait des choses héroïques. Oui. Être un salaud, c'est plus compliqué. Oui, non, alors non, alors disons qu'il y a deux sens à héros et salaud. Il y a le héros au sens de Campbell qui serait, alors Sartre en parle de manière un peu amusante, il dit à ce moment-là, être un héros, effectivement, c'est commode, puisque on mange comme un héros, on se couche comme un héros, ça doit être assez agréable. Et effectivement, le problème du destin et la contradiction, c'est que si j'ai un destin, alors, j'ai pas besoin de me... Ça, c'est une contradiction que les philosophes avaient souligné depuis longtemps. Si c'est mon destin, j'ai rien à faire. À la limite, je suis Dark Vador, je reste au lit ce matin. De toute façon, c'est mon destin, donc voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle le quiétisme. Voilà, quiétisme, de quiétude, de tranquille. Dieu s'occupe de tout, ou le destin s'occupe de tout, j'ai rien à faire. Alors, ça paraît un peu contradictoire, effectivement, puisque pour que on imagine bien que pour que mon destin se réalise, faut que j'agisse un petit peu. Et effectivement, la contradiction, encore une fois, pour moi et un peu pour Sartre, c'est que le héros, pour être un vrai héros, comme il le dit Han Solo, il faut quand même prendre en main son propre destin. Faut avoir... et pour le coup, le vrai héros, c'est celui qui assume ses responsabilités, c'est celui qui est conscient de sa propre liberté et qui va pas se cacher derrière des excuses. En fait, Sartre appelle ça des excuses, de se dire c'est dans ma nature, je pouvais pas faire. Ça peut être aussi dans ma nature. J'ai obéi ou c'est dans ma nature. Hein, vous dites c'est plus fort que moi. Excuse-moi, c'était plus fort que moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Bah oui, bah, j'étais pas moi-même. Ça c'est une excuse. J'étais pas moi-même, mais c'est quand même toi qui a. Hein, voilà, voilà. Alors là, Il y en a un qui a lu le bouquin. c'était pas moi-même. Voilà. Pourtant, c'était moi-même. Enfin voilà, je veux dire, il y a. Donc, encore une fois, ce qui m'a intéressé moi, c'est en parlant de Star Wars, c'est de parler d'un film qui avait l'air au départ de prendre les choses très simplement, parce que c'est fait pour les enfants, et que si on gratte tous les thèmes philosophiques que j'ai voulu traiter, la religion, la politique, le bien et le mal, le destin, la liberté, finalement sont un peu plus complexes qu'on pourrait le croire. Et en tout cas, regarder un film de divertissement, c'est quand même un bon moyen pour se poser ce genre de questions avant d'attaquer tout de suite L'être et le néant de Sartre qui fait 600 pages et vous allez peut-être pas tout comprendre tout de suite, quoi. Voilà. Quelle est la différence finalement entre un film comme Star Wars et un conte de fées comme Blanche-Neige? Alors,
Eh ben, est-ce que c'est un conte? Est-ce que c'est un Alors, conte c'est ça. initiatique? Voilà, c'est ça. Alors, bon, c'est initiatique. Tout est initiatique, hein. Je veux dire, initiatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas le même à la fin qu'on était au début. Et qu'on peut pas comprendre si on l'a pas vécu. Et donc, il faut passer par là pour changer. Bon. Donc, hein, bon, tout est initiatique, hein. Enfin bon, non, mais un voyage, vous pouvez l'expliquer calmement. Hein, non, non, mais... Moi, je pose des questions. Elle est peut-être bête, mais ah non, elle est pas bête. Non, mais justement, c'est pas facile de définir initiatique. Vous êtes là pour ça, mon cher Gilles. Initiatique. Ouais, c'est formateur. Ça dépend à quoi on voulait se former aussi. Je pense de toute façon on change, voilà. Mais même on peut partir en voyage. C'est l'intérêt du voyage en général, hein. Quand on voyage, l'intérêt c'est plutôt de plus être le même en revenant qu'au départ. Mais après, effectivement, je me suis posé la question de savoir si c'était un mythe ou un conte de fées. Star Wars, c'est pas évident. Dans la psychanalyse des contes de fées, Bruno Bettelheim fait à peu près 2 grosses différences, enfin, que j'ai retenues, hein. Voilà. Après, vous en verrez d'autres, vous, hein. On n'est pas agrégé de philo, nous. Hein. Non, mais il n'y a pas besoin d'être agrégé de philo pour lire la psychanalyse des contes de fées, hein. Vous pouvez, hein. Et si vous avez des enfants, c'est très intéressant à lire parce que moi, au départ, je l'avais lu parce que je voulais travailler sur le Star Wars. Et puis, moi qui ai une petite de 3 ans et demi, j'ai trouvé des bonnes raisons de lire des contes de fées, de faire croire au Père Noël, de développer l'imaginaire. C'est ce que voulait faire aussi Lucas, hein, que pour construire un individu équilibré, il faut cultiver son imaginaire et donc lui faire croire au Père Noël, par exemple, hein. Alors, la différence qui vaut entre le conte de fées et le mythe, il y en a 2 que je retiens. Donc, la première, c'est que le conte de fées parle plutôt de personnages ordinaires, voire d'enfants auxquels l'enfant peut s'identifier. Donc, c'est des personnages, hein, c'est souvent des enfants, hein, Hansel et Gretel, enfin, qui vous voulez, qui sont en général jetés par leurs parents d'une manière ou d'une autre, qui doivent aller vivre l'aventure. Donc c'est des personnages ordinaires auxquels peuvent arriver des histoires extraordinaires. Et puis à la fin, il y a un genre de morale, une résolution. Tout est bien qui finit bien, hein. La fin du conte de fées, c'est typiquement ils se remarièrent et eurent beaucoup d'enfants. Le mariage était tellement heureux qu'on en parle encore. J'avais lu ça dans Peau d'âne. Alors que le mythe, c'est à peu près le contraire, c'est-à-dire que c'est toujours des personnages extraordinaires, surnaturels, des demi-dieux, hein, qui sont des héros, comme on l'a dit, donc auxquels on a beaucoup plus de mal à s'identifier. Pensez à Ulysse, hein, pensez à Héraclès ou à Édipe, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, il n'y a pas de fin très, très gaie de morale de l'histoire, ça finit pas bien, un mythe, hein. Héraclès... comme il a trompé sa femme, elle lui a offert un manteau empoisonné. Donc, pour s'en défaire, il s'est jeté dans un volcan. Donc, comme Anakin, hein, vas-y, va te jeter, s'il te plaît. Voilà, hein. Il faut nous rappeler, il faut nous rafraîchir la mémoire, hein. Vous parlez d'Héraclès, il faut juste un petit peu oui. situer, nous raconter l'histoire. Parce que alors... voilà, il s'est jeté dans le volcan. Moi, personnellement, je ne me souviens pas de ça, hein. Donc, oui, pas être le seul. Ça, c'est un détail. Non, hein. Héraclès, sans doute que tout le monde connaît grâce à Astérix et les 12 travaux d'Astérix, qui, moi, m'ont permis, quand j'étais gamin, de me souvenir des 12 travaux d'Hercule. Mais comme je suis plus enfant, je m'en souviens plus. Mais bon, vous savez, nettoyer les écuries d'Augias, etc., etc. Donc, les héros de la mythologie. Donc, Héraclès est un héros de la mythologie grecque qui a donc accompli les fameux 12 travaux qui consistaient à débarrasser l'Attique ou le Péloponnèse, enfin la Grèce antique, de ces monstres, hein, en particulier. Et vous avez aussi d'autres héros comme Ulysse. Ces héros grecs, en fait, ces mythes sont en fait sont l'incarnation en fait de l'histoire d'un peuple. Par exemple, le retour d'Ulysse dans l'Odyssée, c'est en fait l'expression de la colonisation de la Méditerranée par les Grecs. Voilà, c'est le souvenir de cette colonisation. Voilà. Héraclès, ça peut être aussi vu comme l'institution d'un État avec des lois par rapport à une société, un état de nature complètement sauvage, voilà, où les monstres sont débarrassés. Enfin bref, on peut voir plein de choses. Donc Héraclès, voilà. Et donc à la fin, il se trouve, si vous ne le saviez pas, qu'il finit mal, hein, comme pas mal de héros, comme Achille. Il finit mal, effectivement. Il a plus ou moins trompé sa femme et il finit dans un volcan. Voilà. Plus ou moins, il l'a trompé ou il l'a pas trompé. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'elle le croit.
Ce que je veux dans sa vengeance, voilà. Et donc ça finit mal. Et donc Star Wars, c'est pas évident. Selon les épisodes, selon les personnages, selon le message, est-ce que c'est un mythe ou un conte de fées? C'est un conte de fées dans la fameuse phrase inaugurale, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ça commence typiquement par un conte de fées, c'est fait pour. Pourquoi il y a bien longtemps? Alors, il le dit, Bruno Bettelheim, quand on dit il y a très longtemps, il était une fois, hein, c'est fait pour se passer pour se placer en dehors de la réalité, en particulier dans l'inconscient de l'enfant ou dans son imaginaire, pour qu'ils comprennent que les sorcières, les dragons, tout ça, il n'y a pas de danger, et ce qui va lui permettre, lui, de se décharger, hein, c'est l'effet cathartique en psychanalyse, ça va lui permettre de se soulager de tous ses sentiments, de ses peurs, à travers cette histoire, tout en sachant que c'est pas la réalité. Voilà. Donc il y a le côté c'est pas la réalité. Alors que dans le mythe, on est plutôt sur un passé très lointain. Donc il y a déjà cette Star Wars, on est dans le domaine de l'imaginaire, mais aussi comme je vous l'ai rappelé avec Joseph Campbell, on est aussi dans le mythe, dans une réflexion philosophique sur la condition humaine. L'épisode préféré des fans en général, c'est plutôt l'Empire contre-attaque. Précisément parce que c'est l'épisode qui se termine le plus mal, où il n'y a pas de morale à la fin, où le mal gagne un peu. Anakin, qui va devenir Dark Vador, ou Luke, ce sont quand même des personnages mythiques ou mythologiques parce que ce sont des surhumains et des héros. Et en même temps, il y a ces personnages plus ordinaires qui sont paradoxalement dans Star Wars plutôt les robots, en fait, qui sont plus humains que les autres personnages. Ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais la question se pose en tout cas de savoir si Star Wars est un mythe ou un conte de fées. Je pense que c'est les deux. Voilà. Je viens de Rouen, je suis normand. Alors c'est pour ça.